Bonjour à tous, alors bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast Fiscalia. Aujourd'hui, nous allons parler des successions en Israël et nous avons avec nous Nathaniel Drey. Bonjour Nathaniel. Bonjour à tous. Alors Nathaniel, est-ce qu'il y a de quoi parler sur la succession en Israël? Parce qu'on a l'habitude d'entendre, il n'y a pas d'impôt sur la succession en Israël. Tout à fait, alors il y a quand même de quoi parler. En Israël, effectivement, la succession, l'impôt, plus précisément l'impôt sur la succession a été annulé en 81. Ça s'appelait le Mas Yerusha, et dans le cadre de plusieurs réformes qui sont passées à cette époque, effectivement, l'impôt sur la succession a été annulé, et effectivement, à ce jour, il n'y a pas d'impôt sur la succession en Israël. Ils ont essayé de la faire passer plusieurs fois. J'ai entendu en 2005, en 2008, en 2012. C'est quelque chose qui titille un peu les impôts en Israël, non? De savoir qu'il n'y a pas d'impôt sur la succession. C'est un sujet qui revient souvent parce que si on réfléchit un petit peu, on prend un petit peu plus de hauteur, Israël, c'est quoi? Israël, c'est... on va dire, plusieurs personnes qui viennent de plusieurs pays. Principalement, c'est des Olim Hadashim qui viennent d'autres pays. Et en Angleterre, il y a l'impôt sur la succession. En France, il y a l'impôt sur la succession. Aux États-Unis, il y a l'impôt sur la succession. Donc, c'est entre guillemets bizarre qu'en Israël, qui est un pays qui n'est que la somme de tous les résidents qui s'y trouvent, et que la plupart des résidents sont des Olim Hadashim, c'est bizarre que Israël, effectivement, aujourd'hui, accorde une exonération sur la succession. Mais quand on dit une exonération, c'est une exonération totale ou c'est comme la loi des 10 ans seulement sur les choses qui sont générées en dehors du territoire? Un Israélien qui décède, son fils est complètement exonéré, surtout que ce soit des actifs, des biens, des produits financiers? Oui, alors, important de le préciser. En Israël, la succession, elle est complètement exonérée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Hiru Hamas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement fiscal lorsqu'il y a une succession. Mais attention, si un des actifs, et on va en parler, on va donner beaucoup d'exemples, mais si un des actifs se trouve en dehors d'Israël, tant bien même le défunt est israélien et le fils, pour reprendre ton exemple, est israélien, c'est possible qu'il y ait un impôt sur la succession qui s'applique en fonction du droit fiscal du pays, là où se situe le bien. Bon, t'es parti un peu loin, t'es déjà parti en Outre-mer. On va rester déjà sur Israël, je pense. On va commencer par Israël, en fait. On va faire ça comme ça va être plus simple. Un Israélien, ses enfants sont israéliens, les actifs sont en Israël. Complètement exonérés? Totalement exonéré depuis 81. Également pour les appartements? Également pour les appartements. Alors, comment ça se passe concrètement pour les appartements? Parce que pour de l'argent qui arrive dans un compte en banque, c'est compréhensif. En fait, concrètement, la loi fiscale qui s'applique lors d'une succession, c'est la même loi, peu importe l'actif. C'est qu'en fait, il y a en Israël ce qu'on appelle Knissa Na'alaim, c'est-à-dire qu'on va rentrer à la place des chaussures du défunt. Donc on va prendre sa place, on va faire passer l'actif au nom de l'héritier, et techniquement, l'héritier va recevoir les mêmes données historiques que le défunt. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête, une personne qui a acheté un appartement en 2010 à 2 millions de shekels, qui décède, eh bien, ses enfants, quand ils vont hériter, c'est comme si eux-mêmes avaient acheté cet appartement en 2010. Donc si un jour ils vendent cet appartement, la plus-value sera calculée entre le prix d'achat qui avait été payé par le défunt et la date d'achat également qui avait été souscrite par le défunt, et le prix de vente évidemment au moment de la vente. En fait, pour avoir des énormes plus-values, par exemple, une personne qui a acheté en 1980 un appartement à Netanya et que son fils en 2024 l'hérite, alors là on parle vraiment d'une plus-value de plus de 40 ans, quoi. Exactement. En fait, il faut comprendre que le système israélien considère que si le défunt l'avait vendu, voilà l'impôt que lui aurait payé. Donc c'est logique que l'héritier paye le même impôt que le défunt aurait payé si jamais il avait lui-même décidé de vendre l'actif de son vivant. Ok, donc ça c'est pour les appartements. Pour les parts de société également? Pour les parts de société, c'est exactement le même principe. On récupère la date de souscription des parts et le prix d'achat initial des parts. Il y a toutefois une petite nuance. Je sais que tu voulais qu'on reste sur le sol israélien uniquement, mais si un Israélien hérite d'un actif qui était possédé par un résident fiscal étranger, il y a la possibilité de rehausser la valeur d'achat. On va en parler après. Ce mécanisme s'appelle le step-up, et c'est un mécanisme qui peut être très intéressant dans certains cas. On va détailler. Donc, quand on a dit pas de société, c'est aussi des actions. Le papa avait un portefeuille d'actions, c'est exactement la même chose. On rentre dans ses chaussures, comme tu as dit. On prend toujours la place. Imaginez qu'il y a des pantoufles. Le défunt a sorti ses pieds, voilà.
Et l'héritier rentre et met ses pieds dans les pantoufles. Il prend exactement les mêmes pantoufles, la même pointure, la même couleur, tout pareil. Ok, donc premier cas de figure, très simple, papa israélien, enfant israélien, actif en Israël. Maintenant, on va passer dans un deuxième cas de figure. On va rester toujours sur un papa israélien avec un enfant israélien, mais sur des actifs à l'étranger. Oui. Alors là, il se peut qu'il y ait une imposition. On va prendre un exemple très concret avec un appartement à Marseille. Allez, une petite maison à Marseille. J'ai eu le cas cette semaine, donc c'est pour ça que j'en parle. La maman, elle a fait sa alia en 81 avec son fils. Elle est décédée malheureusement. Et donc le fils hérite de l'actif à Marseille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, le jour du décès, techniquement en Israël, je répète, il ne se passe rien, puisque selon la loi israélienne, il n'y a pas d'impôt sur la succession. Par contre, la loi qui va s'appliquer dans ce cas concret, étant donné que l'actif est en France, c'est le droit du sol français qui s'applique, et donc il y a un impôt à payer sur la succession en France. Il y a un notaire qui est en charge de s'occuper de la succession, et le notaire va donc transmettre le bien de la défunte aux héritiers en s'acquittant des droits de succession français selon la loi française. Je répète, il y a des plafonds, il y a des seuils d'exonération. Je vous invite à regarder sur Internet. Il y a plein de simulateurs qui permettent de le faire. Mais c'est important de comprendre que même si la maman, Zichrona Livracha, elle était là depuis 81, le fils est là en même temps qu'elle depuis 81, et que l'actif, ils ont gardé leur maison à Marseille qui vaut 450 000 euros, eh bien le fils va devoir payer un impôt sur la succession sur cet actif, tant bien même ils sont résidents fiscaux israéliens depuis 45 ans. Je pense que chaque personne qui nous écoute va tout de suite te dire, donc en fait la maman avait tout intérêt à vendre sa maison, à patrier l'argent en Israël et après la donner sans imposition à son fils. Et ben là tu viens de dire deux conseils très importants, vendre l'appartement à Marseille et rapatrier l'argent en Israël. Bien sûr. Je précise que quand il y a un défunt qui est résident fiscal israélien avec le fils israélien, comme on a dit, mais qu'elle a conservé non pas un appartement à Marseille, mais simplement un compte en banque en France, parce qu'elle préférait garder une petite poire pour la soif avec son gestionnaire, son assurance vie, etc. Eh bien, puisque c'est un actif français, vont s'appliquer des droits de succession à payer en France, alors que ce même argent sur lequel elle a déjà payé son impôt durant sa vie, si elle avait rapatrié cet argent en Israël, eh bien, en Israël, au moment du décès, il n'y aurait effectivement pas eu d'impôt à payer. Donc, dans ce cas présent, depuis 81, garder un bien à Marseille, bon, ça devait être un bien avec un affect particulier parce que conserver un bien pendant 45 ans, déjà, c'est beaucoup. Et puis, oui, effectivement, pour éviter la succession, il aurait été préférable de vendre cet actif. Je précise que la maman, puisqu'elle aurait vendu cet actif, elle aurait bénéficié des abattements pour durée de détention en France, donc elle n'aurait normalement pas payé d'impôt sur la plus-value selon le droit français, et elle aurait pu rapatrier ses fonds en Israël. Maintenant, on va aller un pas en avant. Disons qu'elle a payé en France, le fils a payé en France ses droits de succession, et il récupère l'actif. Je répète, et on l'a dit, en Israël, cela n'est pas un événement fiscal, ça ne crée pas d'événement fiscal. Mais il y a un moment où Israël va quand même voir cela comme un événement fiscal, c'est quand le fils va souhaiter vendre l'actif. En fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que, aux yeux du fisc israélien, le fils, c'est comme s'il avait un actif qui avait été acheté en 1981, on va dire à 100 000 francs de l'époque. Ok ? Donc là, maintenant, il va le vendre à 450 000 euros. Et en Israël, ils vont dire, très bien, il n'y a pas eu d'impôt à la succession quand tu as pris la propriété de cet actif. Il n'y a pas eu d'impôt. Mais maintenant, tu décides de vendre cet actif. Donc là, on va appliquer un impôt comme si c'était la maman, Zichrona Livracha, qui avait vendu cet actif. Et donc, lui, il va récupérer le prix d'achat historique, donc 100 000 francs, la date d'achat historique, 1981, et il va vendre cet actif, on va dire, en 2024. On va donc devoir calculer la plus-value qui va se générer lors de la vente. Donc 450 000 euros moins les 100 000 francs réindexés et réactualisés au coût du jour. Et sur cette plus-value, Israël impose, Israël va taxer, il va devoir payer un impôt de 25%, ce qu'on appelle du revar on, du capital gain, du gain en capital pour la traduction française. Et là-dessus, effectivement, on va devoir payer 25% d'impôts en Israël, moins évidemment les impôts qui ont été payés en France. C'est fou quand même. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut différencier
le pays envers lequel on est assujetti à notre succession et l'imposition en elle-même de cet actif qui a été vendu. Parce que là, quand tu me dis, en fait, ça revient à dire qu'il y a beaucoup d'appartements en France qui auraient été vendus et avec les abattements 30 ans, etc., ils n'auraient pas été imposés, alors qu'en Israël, ils auraient été imposés. Tout à fait. Donc en fait, t'as neutralisé le fait que c'est un héritage, mais tu l'as vu comme une imposition sur un bien qui détient étant donné qu'il est rentré dans les chaussures de la maman. C'est tout à fait ça. Après, il y a des manières en Israël de venir diminuer le montant de l'impôt dû en Israël. Il y a 1001 façons d'optimiser. Pour ça, vous êtes invité à nous contacter si jamais vous êtes concerné par cela. Mais effectivement, il y a plusieurs manières de présenter ce type de plus-value. Il y a plusieurs articles, il y a plusieurs lois. Il n'y a pas qu'en France qu'on a les lois Madelin, les lois ceci, les lois cela. En Israël, il y a aussi plusieurs lois et plusieurs circulaires, plusieurs positions potentielles. Donc, on a des manières d'optimiser. Mais je vais même te donner un autre exemple que les gens ne connaissent pas forcément. Tu sais que quand on a un portefeuille d'actions aux États-Unis et qu'il y a un décès, si tu as plus que 60 000 $ de valeur mobilière, donc de valeur de portefeuille d'actions aux États-Unis, lors du décès, l'héritier va devoir s'acquitter d'un impôt sur la succession aux États-Unis. C'est pour cela que les personnes qui détiennent des portefeuilles d'actions aux États-Unis, on recommande de les détenir à la fin des 10 ans, non pas en nom propre, mais de les faire passer dans une sorte de société familiale. Des trusts. Alors le trust, ça dépend, ça ne donne pas une sécurité à 100%. La société familiale, c'est plus adapté dans ce cas-là, où on va avoir la possibilité de pouvoir bénéficier d'une imposition personnelle, donc on n'est pas plus taxé parce que c'est une société qui détient nos actifs, mais lors d'un éventuel décès, si vous voulez, d'un point de vue États-Unis, il n'y a pas de changement sur l'identité du détenteur des actions et donc il n'y a pas d'impôt du détenteur du portefeuille, donc il n'y a pas d'impôt car c'est un changement simplement au niveau du détenteur des actions. Ok, donc là on a parlé du deuxième cas de figure, c'était le papa et l'enfant qui sont israéliens mais qui ont des actifs à l'étranger. Je vais laisser le dernier cas de figure pour la fin parce que je sais que tu m'attends au tournant, mais là on va passer à un autre cas de figure, l'enfant en France, la maman en Israël. Ça, il n'y a pas de question, on est assujetti à l'imposition de l'administration fiscale dans laquelle on se trouve. Si on rend des comptes à la France et le fils est résident fiscal français, et ben là, que la mère soit israélienne ou portugaise, ça change rien. Voilà, tout à fait. Je donne juste pour la France une petite règle à se rappeler pour savoir si on est concerné par l'impôt sur la succession en France. La France a une manière très simple de vous taxer. Si le défunt, l'héritier ou l'actif se trouve en France, vous êtes sujet au droit français. Si aucun de ces trois-là ne se trouve en France, vous n'êtes pas sujet à l'imposition française. Mais maintenant, la question qui revient, et c'est vraiment ce cas de figure pour la fin, mais la question qui n'arrête pas de revenir, c'est je suis en Israël, est-ce qu'il y a une possibilité, parce qu'on sait qu'en Israël, on n'est pas obligé de donner à part égale la succession. Le testament, on peut tout donner à un fils et ne pas donner à la fille. Donc, par exemple, chose que beaucoup de papas qui viennent en Israël font, ils disent, attends, je sais que mon fils, si je lui donne, il est résident fiscal israélien, il n'aura pas d'impôt à payer. Après, il s'arrangera avec sa sœur qui se trouve en France. Tu l'as dû l'entendre 1000 fois, peut-être, cette question. Donc, il y a quelque chose à faire. Alors, à part que la fille vienne en Israël faire son alia, quoi. Bon, déjà, nous, on est le podcast, c'est Fiscalia. On vous recommande de faire l'alia. Madame, si vous nous écoutez, la fille, venez, faites votre alia. Souvent, la réflexion qui va se poser de la part du résident fiscal étranger, du résident fiscal français, c'est effectivement, mais attends, si je reste en France, je vais devoir payer des impôts sur la succession qui sont supérieurs à l'intégralité de mes salaires que je vais recevoir jusqu'à ma retraite. Donc souvent, cette espèce d'incentive, on a des gens qui possèdent des patrimoines immobiliers en Israël très importants. Je répète que si leur fille, par exemple, reste résidente fiscale à Paris, enfin en France, eh bien, lors du décès, elle va devoir s'acquitter de à peu près entre 25 et 45% d'impôts sur la succession. Donc ça peut faire mal. Prenez une maison à Tel Aviv qui vaut 20 millions de shekels, vous donnez 9 millions de shekels à l'État français. Bon, faut beaucoup aimer la France. Donc typiquement, dans ce cas de figure, ce qui va parfois être possible de faire, c'est qu'en fait, on va faire une répartition des actifs entre ce qui est, on va dire qu'il y a 2 enfants, un fils en Israël et une fille en France. Eh bien, et puis le défunt avait des actifs à la fois en Israël et également en France. Bien souvent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va
dans le testament, directement attribuer les biens, on va identifier les biens et on va, entre guillemets, ordonner la succession par actif et non pas une répartition à part égale. Parce que si vous faites une répartition à part égale, là, c'est l'accident. Le fils israélien qui va hériter d'un bien français, il va devoir payer des impôts parce que le bien il est en France. La fille résidente fiscale française, elle va hériter d'une maison à Tel Aviv, elle va devoir payer des impôts en France parce qu'elle est résidente fiscale française. On va arriver dans une situation, dans une impasse. Alors qu'on a tout à fait la possibilité de venir optimiser. La fille, elle, dans tous les cas, elle est résidente fiscale française. Si elle veut pas faire sa alia, elle sait qu'elle devra payer un jour de l'impôt sur la succession. Mais le défunt et le fils qui, eux, sont en Israël, ils ont tout intérêt, effectivement, à s'organiser du vivant, évidemment, sinon c'est un peu trop tard, pour pouvoir organiser de manière intelligente la succession. Mais c'est un super conseil, ce que tu viens de dire, en fait. Mais est-ce que la France est obligée d'accepter cette répartition? En fait, on dit que la personne qui décède, si elle est résidente du pays et qu'elle a fait activer la loi du pays israélien dans son testament, alors là, il n'y a pas de problème. Donc, étant donné que le papa était résident israélien et qu'il a décidé que le pays qui va faire acter son testament, c'est Israël, donc on peut le faire selon son testament israélien, mais la fille qui est en France pourra alors hériter de la répartition comme tu l'as dit. Donc en fait, c'est un super conseil. Si vous avez des actifs en France, vous avez des actifs en Israël, vous avez des SCI en France et des appartements en Israël, donnez aux Français la France et en Israël et aux Israéliens ce qui se trouve en Israël, parce que ça a vraiment évité. Moi, ce que je relève aussi, c'est quand tu as parlé de France, tu as dit Paris et pas Lyon. Mais ça, c'est une petite... Okay. Écoute, quand on vous dépassera au classement, on fera plus ce genre de blague. Mais t'es pour Marseille, toi, je te rappelle que vous êtes derrière. Bon, on va se taire, mais on va revenir à la fiscalité. Donc en fait, si jamais il y a des actifs en France et des actifs en Israël, et qu'il y a des enfants en France et des enfants en Israël, essayez de faire la quote-part en donnant aux Français ce qui se trouve en France et aux Israéliens ce qui se trouve en Israël. Mais il n'y a pas vraiment de solution pour éviter complètement l'imposition pour les résidents français. Alors, il n'y a pas de solution pour éviter complètement l'imposition pour les résidents fiscaux français parce qu'on l'a dit, on l'a répété, il suffit que le bien soit en France, que le défunt soit en France ou que l'héritier soit en France pour que le droit d'imposition français s'applique. Par contre, là où souvent, bon là on va ouvrir une parenthèse un petit peu obscure, mais bien souvent, les actifs israéliens ne sont pas toujours connus du fisc français. Et effectivement, ça peut être des biens qui ont été achetés il y a longtemps, lorsque le défunt était lui-même encore résident fiscal français. Et effectivement, il n'a pas forcément envie ou on a peur de devoir maintenant dévoiler des opérations qui avaient été faites il y a plusieurs années. Dans ce type de cas bien précis, il y a une solution qui consiste en fait à mettre une sorte de tampon, d'écran, si vous voulez, entre la personne qui détient réellement l'actif et l'actif en lui-même. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une némanoute, c'est un trust. Cette solution est une bonne solution, même si elle est coûteuse, mais c'est une solution qui est intéressante pour justement assurer une certaine, je ne vais pas dire opacité parce que le terme il est un peu péjoratif, mais une certaine protection vis-à-vis du regard international. On a la possibilité de réorganiser son patrimoine s'il y a eu des petits court-circuits par le passé, des choses qu'on a envie un petit peu d'oublier. Eh bien, effectivement, cette solution peut être une bonne solution. Mais ça reste toujours un pansement, un bon pansement, mais c'est pas une solution qui va complètement régler le problème. La meilleure solution pour régler 100% le problème, c'est que tout le monde se trouve en Israël, incluant les actifs. Ça, vous voulez une solution, voilà. Tant qu'il n'y a pas d'impôt sur la succession en Israël, ramenez tout le monde ici, ramenez les actifs ici, il n'y aura pas d'impôt sur la succession. Pour cela, il y a des manières de le faire de manière organisée. Maintenant, souvent, quand il y a ce type de structure en place, eh bien en fait, ce que ça va nous donner, c'est que c'est un excellent pansement. Donc, on va en fait avoir le temps de pouvoir organiser l'alia éventuelle des personnes qui se trouvent encore en France avant que ne soit déclenché l'événement, on va dire, juridique de l'organisation de la succession. Ok, donc en fonction de tout ce qui a été dit là, on est d'accord que le conseil numéro 1 déjà pour la succession, c'est que tout le monde soit en Israël, que ce soit les actifs, que ce soit le papa ou que ce soit les enfants. Ça, c'est le conseil numéro 1. Alors, il y a tout à fait. Deuxième conseil, extrêmement important, c'est qu'imaginons que vous êtes déjà, le fils est déjà en Israël et le papa a encore des actifs à l'étranger. On l'a évoqué tout à l'heure dans le cas de la maman qui a décédé et qui a laissé un appartement à Marseille. Eh bien, en fait, ce qu'on a la possibilité de faire,
c'est que lorsque on a le fils, par exemple, qui est résident fiscal israélien, la maman va faire son alia et elle a un actif à l'étranger. Imaginons un portefeuille d'actions ou bien les murs d'une SCI, les murs d'un immeuble dans une SCI. Eh bien, on a compris que lors du décès en Israël, le fils rentre à la place des pantoufles, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il va prendre la place du défunt et il va obtenir son prix d'achat historique, sa date d'achat historique, etc. Eh bien, il y a une possibilité, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et là je vais un petit peu plus développer, c'est qu'on a la possibilité en Israël de demander de s'appliquer une prérogative spécifique qui s'appelle le step-up. Et en fait, cette prérogative va nous donner la possibilité de venir rehausser la valeur de l'actif au moment du décès ou bien au moment de la donation. Je vais donner un exemple plus simple. Dans le même exemple de la maman de Marseille, elle a acheté l'actif à 100 000 francs. Imaginons qu'en 2015, cet actif valait 420 000 euros, d'accord ? Eh bien, ce qu'elle pourrait faire, c'est donner de son vivant cet actif à son fils israélien. Elle, en admettant qu'elle soit encore résidente fiscale étrangère, elle aurait pu donner cet actif à son fils qui est résident fiscal israélien. Et en Israël, on aurait demandé à appliquer la prérogative du step-up. Ce qui va nous donner quoi ? Ça va nous donner en fait un prix d'achat qui est rehaussé à la valeur de la donation. Donc en fait, le fils récupère un actif non pas avec une valeur historique de 100 000 francs, mais avec une valeur de 420 000 euros. Ouais, mais ça change tout dans la plus-value, ça. Vous comprenez qu'on va complètement atténuer la plus-value parce que rentrer dans un actif qui date de 81 avec un prix d'achat initial à 100 000 francs, alors que là, vous pouvez le rehausser sans payer d'impôt à une valeur d'achat au jour de la transmission, eh bien ça, c'est ce que permet de faire le step-up. C'est quelque chose de peu connu, malheureusement, parce que les gens pensent qu'ils ne payent pas d'impôts pendant 10 ans, ils ne paieront jamais d'impôts. Si, vous allez payer des impôts à la fin des 10 ans, le voile se lève et vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux, à la fois les revenus qui proviennent de vos valeurs mobilières, donc tout ce qui est dividendes, plus-value, intérêts, obligations, etc., mais également tout ce qui va être capital gain sur la partie immobilière. Donc faites bien attention, si vous avez le détenteur de l'actif qui est résident fiscal étranger et un éventuel futur héritier qui se trouve en Israël, demandez pour Israël à faire appliquer la loi du step-up. Ça vous aidera pour diminuer, voire annuler complètement l'impôt sur la plus-value. J'ai demandé, mais moi je connais le step-up. Le step-up, c'est une sorte de ruling, quoi. C'est une sorte de rescrit auprès des impôts, d'avoir une autorisation spécifique dans ce cas-là, quoi. Quand je dis demander, c'est pas aller ouvrir une porte et demander leur qu'on vous remplisse le formulaire. Non, c'est un dossier. Enfin, consultez-nous, appelez-nous tout simplement pour qu'on mette en place le step-up. Effectivement, c'est quelque chose qui est peu connu. Il faut savoir bien le faire, il faut savoir bien le remplir. Le gain se matérialise en argent comptant, sonnant et trébuchant, comme on dit, au moment de la revente. Vous allez économiser 25% de toute la valeur de rehaussement que l'on va pouvoir en fait obtenir. Si vous avez un actif historique qui valait, je dis une bêtise, 100 000 francs comme d'habitude, et vous le remontez jusqu'à 420 000 euros, eh bien vous allez en fait économiser 25% d'impôt sur toute cette différence. En fait, en fonction de tout ce qu'on a dit là, l'argument que beaucoup de personnes ont, qui ont un bien immobilier en France et qui vont te dire « mais j'ai une super rentabilité sur ce bien, en Israël on est à 2,5-3%, alors qu'en France je suis à 8% sur ce bien-là, donc je le garde. » Eh ben parlons-en justement de cette rentabilité, on fait une petite parenthèse. J'ai parlé aujourd'hui justement avec un avocat qui est en France, dont on s'occupe de ces déclarations immobilières, et on a fait une petite un petit aparté pour parler justement de la fiscalité immobilière qui s'applique en Israël. Et quand je lui ai expliqué qu'en Israël, même en nom propre, on a la possibilité d'utiliser le système d'amortissement, on a la possibilité d'utiliser la déduction des frais réels, la déduction des intérêts d'emprunt, etc., il a eu un réflexe en disant mais ça change toute la donne. Parce que si je détiens des actifs en France, certes j'ai une rentabilité, je vais me battre pour avoir une rentabilité de 6%, 7%. Mais c'est une rentabilité brute avant impôt. Il faut savoir que derrière, vous allez vous taper la taxe foncière. Donc c'est à peu près un mois, 10% de rentabilité. Vous allez ensuite avoir l'impôt sur les revenus. C'est tranche marginale. Donc on va dire que vous gagnez bien votre vie, vous êtes à 40-45%. Et vous allez encore prendre derrière la CSG-CRDS à 17,2. Donc sur les 7% initiaux, il va vous rester quoi ? 2,5% ? Ah, mais on va même plus loin. Même s'il leur reste 5-6%. Si on sait qu'à la fin, au moment de la succession, il y a 40% qui vont être élevés. Donc l'un dans l'autre, quand on réfléchit, c'est pas... En fait... Toi, tu parles de la succession, mais moi, je parle même d'autre chose. Détenir un actif qui n'a aucune perspective de plus-value. Parce qu'en France,
en ce moment, les actifs, ils sont en train de perdre de la valeur. Il y a un tassement au niveau du prix. Paris a perdu, je crois que c'était entre 8 et 10%. Lyon, c'était 8%. Saint-Étienne et toute la périphérie, c'est entre 12 et 15%. On est les années après Covid. Il y a eu de l'impression d'argent à n'en plus finir. Et aujourd'hui, détenir un actif en France pour aller chercher une potentielle rentabilité de 6% brut, mais en réalité, il va vous rester 2%, 2,5% après impôt, avec aucune perspective de plus-value et un impôt sur la succession à la sortie, alors qu'en face, en Israël, vous avez la rentabilité long terme, on va dire à 3%, 3,5% net d'impôt, parce qu'on a tous les systèmes d'abattement. On a une perspective de plus-value qui existe, on le sait tous. Tout le monde a acheté en Israël, tout le monde sait que l'immobilier monte en Israël. Dès que les prix... ça monte. Oui, regarde en France si ça monte encore. Ouais, mais n'oublie pas, on parle de succession aussi dans ce podcast. Nathaniel, mais t'as raison de défendre cette... Mais dans la succession en elle-même, il n'y a aucun intérêt. En fait, vraiment, la chose à éviter, c'est qu'une personne qui a ses enfants en Israël et qui habite en Israël continue à garder des biens en France. Parce que c'est n'importe quoi. Ça, vraiment, c'est inconcevable. Parce qu'après, ils vont se faire aussi imposer en Israël plus que ce qu'il aurait fait si elle avait vendu quand elle était française. Tout à fait. Donc, on a vraiment... Alors là, on peut vraiment... C'est le conseil à donner, là. Vraiment, si vous avez vos enfants en Israël, vendez, rapatriez vos actifs et laissez ça ici, même si vous avez encore quelques enfants en France. C'est pas grave. Tout à fait. Même si vous avez encore quelques enfants. Laissez-leur le choix de décider s'ils voudront venir ou non, mais que la balle ne soit pas dans le camp de l'administration fiscale française. Tout à fait. Pour conclure sur cet épisode, si vous êtes en Israël, les enfants sont en Israël, on vous recommande vivement de vendre les actifs français et de les rapatrier en Israël. Si vous avez encore des assurances vie, par exemple, en France, considérez fortement la possibilité d'aller souscrire à une assurance vie au Luxembourg. Pour Israël, c'est un véhicule qui est complètement accepté, qui est compris par le système fiscal israélien et qui vous évitera de payer de l'impôt sur la succession parce qu'il y a un système d'enveloppe fiscale qui existe. Voilà, c'est tout pour cet épisode. En tout cas, c'était super clair. On a fait le tour. En Israël, il n'y a pas d'impôt. C'est ce qu'on a compris. En Israël, pour l'instant, il n'y a pas d'impôt. En attendant qu'ils le remettent, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, alors à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci. À bientôt.